On a des discours d'appel à la haine, d'appel au meurtre sur des non-vaccinés. Cette idéologie de la santé était appliquée aux Juifs dans les années 30. Au nom de la santé, on va exiger une collaboration du corps médical qui va décider ou non de qui est soignable ou pas. C'est tout de même exactement ce qu'on a vécu. Le nazisme n'a pas disparu. Beaucoup d'anciens responsables nazis ont finalement été dans les personnalités politiques de premier plan, soit dans l'Allemagne d'après-guerre, soit dans toute la création des organisations onusiennes, y compris de l'Europe. Le pass sanitaire, c'est quand même les nazis qui l'ont mis en place. Entre les surhommes, les sous-hommes. Ceux qui ont des droits et ceux qui ont des sous-droits. On a même parlé de retirer la citoyenneté à des gens qui n'étaient pas vaccinés. J'ai le plaisir d'initier ces chroniques du totalitarisme dans le cadre du colloque qui a eu lieu ce week-end sur la dérive totalitaire sur les enfants, en présence aujourd'hui de Santa De Poyt, qui est journaliste, oui. Fondatrice notamment de Children Health Defense Europe. Bonjour Santa. Bonjour Alexandre. Et Ariane Bileran, qui est docteur en psychopathologie, philosophe et puis d'autres choses, auteur de nombreux ouvrages. Bonjour Ariane. Bonjour Alexandre. Alors il y a déjà 2 épisodes du documentaire de Vera Sharaf. Vous allez nous rappeler toutes les deux qui est Vera Sharaf, qui sont sortis, qui sont assez puissants puisqu'elle établit un lien entre le totalitarisme nazi et la période actuelle. Ma première question, ça sera, en expliquant aussi qui est Vera Sharaf, on dirait qu'il y a eu un copyright sur le... Ça, je vais être mal vu pour avoir dit ça, un copyright sur l'Holocauste, et que c'est le seul élément d'histoire qui a droit à être identifié comme un holocauste, comme un génocide, je dirais un des seuls, alors que on se rend compte qu'aujourd'hui on y est, et beaucoup de témoins dans ce documentaire retrouvent des choses qu'elles ont vécues, puisque Vera Sharaf va quand même passer 3 ans, je pense, dans des camps d'extermination, dans des camps de travail. Est-ce qu'il y a un copyright sur le cause, et expliquez-nous un peu qui est Vera Sharaf et... Oui, je vais déjà commencer peut-être par effectivement revenir sur la personne de Vera Sharaf. Donc, c'est une juive qui habite New York, d'origine roumaine, qui a passé effectivement 3 ans dans les camps de concentration en tant que petite fille en Ukraine. Et déjà, son histoire est assez exceptionnelle, on la découvre tout au début du documentaire. Donc, qui a survécu et qui a ensuite construit sa vie à New York. Et là, elle a eu un fils qui est décédé, jeune homme, de suite d'effets secondaires de médicaments, qui à l'époque était encore, on va dire, moins notifié, connu, etc. que maintenant. Et donc elle a ouvert une association qui s'appelle Alliance for Human Research Protection, donc l'Alliance pour la protection humaine de l'être humain dans la recherche, donc c'est-à-dire par exemple la défense de toutes les personnes qui sont soumises à des essais cliniques, etc. Donc elle a, on va dire, avec son association, plusieurs décennies de militantisme par rapport à l'industrie pharmaceutique et à ses, on va dire, mauvaises pratiques, notamment tous les essais qui étaient par exemple faits sur des orphelins, des pauvres, des handicapés mentaux, etc. Et c'est quelqu'un qui est parvenu à faire bouger la législation. Donc on va dire que son principal objectif, et découle bien entendu de toute cette expérience aussi, alors vécue d'abord dans les camps et puis après, on va dire, l'histoire avec son fils, mais qui a vraiment pour objectif, on va dire, de faire respecter le code de Nuremberg, les principes du code de Nuremberg. Et donc c'est pour ça qu'elle était notamment invitée l'été dernier. Il y avait les 75 ans donc, de Nuremberg, à Nuremberg. Il y avait une grande manifestation, excusez-moi, tellement l'habitude des manifestations. On va dire, il y avait une commémoration. Et Vera Sharaf, on avait choisi de ne pas la mentionner sur le programme, parce que tellement ça dérange, on va dire, aujourd'hui, que quelqu'un dans sa position ose faire un parallèle entre ce qui s'est passé, on va dire, lors de la montée du nazisme et pendant la guerre, et ce qui s'est passé les 3 dernières années.
Rappelons-nous que, et pourquoi donc, en fait, partant tout simplement de l'expérience qu'on a eue, notamment à Bruxelles, 22, la grande manifestation européenne, où elle était censée clôturer la manifestation, c'était quand même une des principales invitées, je veux dire. Et souvenons-nous que la manifestation a été, on va dire, a été fermée au début de l'après-midi, donc la plupart des orateurs... Ouais, ça s'est terminé par une conférence de presse dans un café. Voilà, heureusement, j'avais anticipé, on avait déjà organisé une conférence de presse la matinée, pour être sûr d'avoir déjà une certaine série de choses en boîte. Mais il faut voir que, par exemple, en Allemagne, et ça, d'ailleurs, on en reparle dans la série, il y a certains militants qui ont repris les textes qu'elle avait lus dans le café, qui étaient censés être lus en public à la grande manifestation, qu'on a arrêtés, qui ont été en prison. Donc alors, bon, pas ad vitam aeternam, mais donc c'est extrêmement chaud. C'est vraiment le sujet, le moyen de contrôle, de dire attention, si vous contester aujourd'hui les mesures qui sont prises et si vous osez les critiquer comme étant non démocratiques ou faire le moindre parallèle avec la montée du totalitarisme, vous violez, vous abusez la mémoire de l'Holocauste. Justement, c'est propre au nazisme, ça, d'interdire de... Tout à fait, tout à fait. Et donc c'est ce qui s'est passé. Je vais terminer sur cette histoire parce que c'est quand même important que les gens comprennent jusqu'où va cette folie. Donc après le speech à Nuremberg, dont elle était l'invitée d'honneur surprise, donc elle a pris tout le monde, on va dire, de court. Le lendemain a été publié dans un journal local qui s'appelle der Nürnberger Nachrichten, donc les nouvelles de Nuremberg, un article tout à fait diffamatoire en disant que c'était scandaleux, qu'elle avait abusé de la mémoire de l'Holocauste, etc. Et 3 jours plus tard, elle devait parler à Munich. Et là, on lui a carrément signifié, la police lui a signifié que si elle parlait, on l'arrêtait. Et donc à ce moment-là, elle a refusé, elle a été extrêmement choquée. Il faut quand même imaginer la démarche que c'est pour quelqu'un qui a 85 ans, de venir se remettre, parce qu'elle n'avait plus mis les pieds en Allemagne, enfin voilà, de revenir, ce retour à tout ce passé, cette souffrance qui se rouvre, et en se disant qu'en plus, on est ennemi, qu'on est de nouveau la cible de violence, qu'on est de nouveau persécuté. Enfin voilà, par un régime. Donc là, elle a dit, ok, ça c'est plus mon histoire, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai pas envie de me faire arrêter, c'est au peuple allemand de se débrouiller. Mais on en est là. Après, j'ai discuté avec elle, j'ai publié plusieurs articles sur cette histoire, et notamment, elle m'a dit, tu sais, les Nürnberger Nachrichten, voilà, le journal allemand en question, figure-toi qu'ils sont dans le même siège que Der Stürmer, qui était le grand journal de propagande nazie. C'est incroyable. Et donc, et l'association qui a porté plainte contre elle, puisqu'on a porté plainte au pénal contre elle, pour violation une sorte de négationnisme. Enfin, c'est tellement fou que je pense, il faut vraiment qu'on en parle, parce que ça doit ouvrir les yeux aux gens. On porte plainte pour négationnisme chez une rescapée pour avoir abusé de la mémoire de l'Holocauste. Voilà, quelqu'un qui a passé 3 ans dans les camps, et dont le père est mort dans les camps. Et donc là, mais elle a dit, mais tu sais, cette association qui a porté plainte, qui est une association juive, ils sont quand même financés en bonne partie par des descendants de nazis. Donc on voit qu'il y a vraiment une tentative de récupération, d'instrumentalisation, pour tenir tout ça sous contrôle, qui étaient les grands industriels de l'époque. Donc voilà, c'est assez... c'est assez choquant, c'est assez surprenant, c'est pervers. Alors quel lien justement entre le nazisme et les 3 dernières années, quel lien Vera Sharav établit Oui, je crois qu'on le voit très bien dans son documentaire, donc c'est vraiment, nous incitons les gens à le diffuser au maximum, d'autant plus qu'il va être censuré. C'est évident ça. Voilà, c'est assez évident. Vera Sharav démontre plusieurs choses. D'abord, elle démontre une conception philosophique de l'être humain qu'avaient les nazis et qui est une conception eugéniste entre les surhommes et les sous-hommes. Basiquement, ça donne aussi les utiles, les inutiles, ceux qui ont des droits et ceux qui ont des sous-droits ou sont des sous-citoyens. C'est quand même exactement ce qu'on a vu depuis 2020.
On a même parlé de retirer la citoyenneté à des gens qui n'étaient pas vaccinés. Donc cette démarche, on a entendu des discours absolument effroyables que j'avais cités dans le débat interdit, d'appel à la haine contre une catégorie de la population qui simplement se pose des questions ou a des doutes ou tout simplement revendique le consentement libre et éclairé. Et c'est là qu'elle fait le lien avec toute son histoire sur les expérimentations médicales. On a violé le code de Nuremberg depuis 2020. Point, c'est tout. Et c'est ce qu'elle explique. La deuxième correspondance, au-delà de cet ostracisme d'une catégorie de population, c'est toujours pour des bonnes raisons, hein, quand on nous expliquait qu'il faut ostraciser les Noirs, il faut ostraciser parce que les Juifs, etc. Et la deuxième correspondance qu'elle fait, c'est l'ostracisme au nom de la santé. Et elle rappelle que cette idéologie de la santé était appliquée aux Juifs dans les années 30, ce qu'on avait aussi rappelé dans le débat interdit, c'est-à-dire qu'au nom de la santé, on va exiger une collaboration du corps médical qui va décider ou non de qui est soignable ou pas. C'est tout de même exactement ce qu'on a vécu, ou ce qui est supprimable ou pas. Et la troisième correspondance, qui est tout de même assez évidente, c'est la filiation des financeurs, des grandes entreprises, des grands groupes, des grandes fondations, depuis le nazisme, qui sont des fondations, des filiations de structures, ça structurelle. Dans la même structure, on va retrouver donc des financements qui étaient là dans le nazisme pour les expérimentations médicales sur les populations et les camps de travail et les camps d'extermination, et qui aujourd'hui se retrouvent à financer toute cette politique totalitaire que nous vivons. Et ça peut être des filiations familiales. Donc tout ça, elle le met en lien et elle le met en évidence dans le documentaire, où elle interviewe beaucoup Il y a à la fois les survivants de la Shoah, il y a des descendants de survivants, et qui tout de même expliquent qu'ils sont eux aujourd'hui, comme elle, persécutés, tout simplement pour faire ces parallèles qui sont pourtant d'une évidence absolue. On avait vu dans le débat interdit, j'avais repris par exemple sur toute la Hongrie les mesures, par exemple les horaires d'autorisation de sortie, vous avez le droit d'aller à tel endroit mais pas à tel autre, et puis si vous n'avez pas tel pass sanitaire, le pass sanitaire c'est quand même les nazis qui l'ont mis en place. Et c'est ça qu'il faut rappeler. Donc on voit des correspondances hallucinantes, et moi, j'ai une remarque sur le petit livre L'International nazi. On m'a dit, mais c'est normal qu'on te traite d'extrême droite puisque tu écris l'International nazi. Oui. L'extrême droite, pour moi, c'est associé au nazisme. Donc, voilà. On va parler d'extrême droite, mais il y a un point commun aussi, c'est le discours pervers qui consiste à dire aux autres que c'est toujours pour leur bien. Et au fait, les nazis avaient fait pareil. Ils expliquaient que c'était uniquement pour le bien de tout le monde, le bien commun. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, je pense qu'il faut être très prudent. Et donc, c'est vrai que si je voyais, moi, par exemple, des similitudes, je n'avais pas, comme Ariane, tout ça vraiment, c'est pas un sujet qui est ni dans mon histoire familiale ou sur lequel je m'étais penchée en détail, la culture générale. Et donc, j'ai toujours été... on va dire très, très réticente à utiliser tout de suite les gros mots, à dire c'est comme les nazis, etc., les slogans qui choquent, parce que je trouvais que c'était un peu violent, et puis j'avais pas envie du tout de m'approprier, d'instrumentaliser cette histoire qui est quand même, bon voilà, effectivement, vraiment particulièrement choquante, donc je me suis dit c'est pas à moi d'en parler. Et donc, c'est pour ça que peut-être ce n'est pas approprié. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant que ce soit des Juifs ou des gens qui ont été concernés de près par cette histoire, qui puissent en parler, justement, par respect pour cette histoire. Mais là, à partir du moment, et je comprends très bien qu'il y a des gens qu'on a contactés qui n'ont pas du tout envie, parce que c'est tellement... On le voit très bien dans le documentaire, notamment pour les gens qui sont en Israël. C'est tellement inconcevable que ça revienne. C'est absolument inconcevable. Il y a des rescapés qui disent « mes enfants ne veulent pas l'entendre ». Je le vois parce que pour moi, c'est du vécu. C'est comme si le corps réagissait. Je le sais, je le sens, hein, ça a l'odeur, je le vois. Parce que c'est comme ça que ces gens ont survécu aussi. Il ne faut pas oublier que ceux dont on a un témoignage, c'est ceux qui ont vu
c'est ceux qui ont accepté de voir, c'est ceux qui ont réagi, c'est ceux qui ont sauté des trains, etc., ou qui se sont enfuis. C'est pas ceux qui ont obéi, qui n'ont pas vu. Et donc, mais qui dit c'est impossible à Oui, mais c'est peut-être ça le problème aussi. Et ça, Ouais. ça me fait penser à Zygmunt Bauman dans Modernité et Holocauste, qui montre très bien que l'Holocauste n'était pas un accident, mais le résultat d'un système bureaucratique. Oui. Et donc, fait. les gens ont cru que ça ne reviendra plus jamais, mais en fait, ça n'a jamais disparu. Et de toute façon, c'était ce que disait Hannah Arendt en 1945. Ne croyez pas que les nazis ont perdu la guerre. Ne croyez pas, ils ont simplement sacrifié l'Allemagne. Le nazisme, c'est une ambition de domination planétaire. Dès 1943, des nazis étaient en train de partir en Amérique du Sud pour commencer à créer des entreprises. C'est une ambition de domination planétaire. Et ça, c'est quand même très important. Dans le documentaire, on apprend justement par un témoignage d'un petit-fils, hein, je crois, sa grand-mère lui avait raconté qu'effectivement, il lui dit mais pourquoi vous avez suivi les nazis, pourquoi vous êtes allé, pourquoi vous n'êtes pas rebellé, etc. Eh bien, parce que les nazis présentaient que c'était toujours pour leur bien. On allait leur trouver du travail, on allait faire ceci, on allait faire cela. Et donc, comme on sait qu'on se heurte systématiquement au mécanisme de déni en cas de violence, moi, je voudrais quand même rajouter un tout petit point. Cette inconcevabilité, je la constate essentiellement en Europe. En Amérique du Sud, personne n'est dupe. Donc, est-ce que nous n'avons pas eu aussi un endoctrinement ? Moi, je me pose la question pour moi, parce que d'abord, j'ai découvert sur le tard que cette idéologie de la santé était primordiale pour les nazis. On ne me l'avait pas raconté comme ça. Le nazisme, c'est tout un mouvement progressif, c'est-à-dire que ce n'est pas d'un coup, on fait des camps d'extermination. Il y a quelque chose de progressif et qui avance par vagues. Et malheureusement, l'alerte, c'est de dire, mais finalement, on a des discours d'appel à la haine, d'appel au meurtre sur des non-vaccinés. On est sur des processus qui sont... Même par des hommes politiques. Hein. Mais bien sûr, on a des suspensions de nos droits inaliénables. S'ils sont inaliénables, c'est nos droits sacrés d'être humain. Donc, c'est pas OK. Donc, il y a des parallèles qu'on peut faire. Et c'est extrêmement préoccupant. Mais en Amérique du Sud, ils n'ont pas ce... Donc, moi, j'ai découvert cette idéologie de la santé sur le tard. Alors que ça a été central, primordial et premier dans le nazisme de dire c'est pour des raisons de santé. Donc la question du juif monté dans l'idéologie comme un parasite, porteur de typhus, porteur de fièvre, porteur de différents... Eh bien, c'est ce qui a justifié ensuite les mises en ghetto. Sauf que c'est évidemment dans les ghettos et dans l'insalubrité des conditions de vie du ghetto qu'ont été développées toutes ces pathologies. Et ça, Hannah Arendt en parle en disant finalement, le totalitarisme crée le réel de son idéologie. Oui. Il crée les conditions, il crée la réalité de ce qu'il dit. C'est-à-dire que si on dit les juifs sont des parasites sociaux, etc., comme dans l'idéologie, eh bien on va faire en sorte qu'ils le deviennent. Évidemment, si on leur enlève leur travail, etc., eh bien évidemment, ça va être une population qui va être beaucoup plus vulnérable aux maladies, etc. Donc ça, Hannah Arendt en parlait. Günther Anders, le premier mari d'Hannah Arendt, qui est un très grand philosophe, disait les situations hitlériennes sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le pense, et elles sont tout à fait présentes aujourd'hui. Les ghettos australiens, parce qu'ils ont fait des camps d'enfermement en Australie, étaient quand même plus modernisés. On voit des cabanons isolés, aseptisés. Mais l'image est incroyable avec cette personne. On dirait presque du fake. Cette personne qui vient, qui met un écouvillon dans le nez de cette jeune femme. On voit cette image dans le film, mais c'est incroyable. C'est des véritables camps. On a essayé de nous faire peur avec tout ça. Je pense qu'il y a vraiment eu beaucoup de tests. Je trouve ça important pour rebondir, enfin peut-être compléter ce que tu disais. Il y a eu toute cette commission aux États-Unis présidée par Elie Wiesel qui avait pour objectif de dire mais qu'est-ce qu'on peut faire, donc justement en ayant cette conscience de on n'est pas à l'abri que ça revienne et où il était censé y avoir quand même une commission qui soit justement des gens qui puissent alerter en disant attention, il ne faut pas attendre la fin du processus, dès qu'on voit les germes du totalitarisme revenir, il est nécessaire, ou d'un génocide, c'était pas que, ça pouvait être n'importe où sur la planète, mais il est nécessaire d'interpeller directement le président, les pouvoirs politiques, etc., la population,
lorsqu'on voit que ces mécanismes-là sont en marche. Et bon, c'est ce que fait Vera Sharav. Elle se sent dans la mission qui est finalement celle qui est attribuée, qui revient en tout cas aux rescapés. Sauf qu'elle est censurée et qu'aucun enseignement n'a été tiré de... Ah non, mais c'est ce qu'on entend, il y a quand même... C'est pas la seule rescapée, je pense qu'il y en a 4 ou 5 qui sont vraiment là des premières générations, il n'y en a plus beaucoup évidemment. Mais voilà, mais qui disent tous... Et des rabbins aussi, des rabbins qui sont dans le film, il y a des rabbins. Et puis, évidemment, le nazisme s'est focalisé sur les juifs, mais pas que, s'est focalisé sur les handicapés, sur les personnes âgées, sur tous les inutiles. Et malheureusement, aujourd'hui, je crois que dans la conception totalitaire de certains qui est reprise dans ce documentaire, eh bien, nous sommes tous des inutiles en puissance, ou pour reprendre un terme d'Harari, des rebuts. Oui, Vera Sharav montre que la période actuelle a exploité la fear and propaganda, la crainte et la propagande, comme il l'avait fait à l'époque. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est la liste, tu vois, parce qu'on dit tiens, ça c'est un peu comme les nazis. Et puis c'est vraiment le fait que chaque témoignage aborde finalement, et en plus c'est un peu par hasard, parce qu'elle n'a pas donné de script, tiens, vous avez parlé de ceci et de cela. Donc elle a dit voilà, moi d'abord, c'est remarquable d'avoir une initiative pareille à son âge, c'est pas une réalisatrice. Et je pense même que c'est la première fois ou une des très rares rescapés de l'Holocauste à avoir réalisé un documentaire. Donc ça a vraiment une valeur, je dirais, inestimable. Mais elle a fait tourner la caméra en disant « Exprimez-vous, j'ai pas à vous dire quoi dire ». Entre guillemets, il n'y a pas de script, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de « on va découper des chapitres, est-ce que vous voulez bien parler de ça ou ça ». Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout s'est emboîté, on va dire, parce qu'elle m'en a parlé plusieurs fois, en me disant chacun a apporté un point de vue spécifique, et finalement, on a toute cette liste, mais c'est ça qui est étonnant, c'est toute cette liste de toutes ces violations, ces mécanismes, on va dire, du totalitarisme, et qu'on retrouve aujourd'hui. C'est vraiment, au bout d'un moment, on se dit, ah bon, il y a 20 points, on va dire, et on les retrouve tous. Faut-il rappeler que le livre de chevet de Goebbels, c'était Edouard Bernays, Propaganda. Il l'appréciait particulièrement bien. Il l'appréciait, C'est-à-dire que la propagande, elle fonctionne toujours à la terreur, parce que psychologiquement, ça sidère la pensée. Ça fait en sorte que les gens, quand on est terrorisé, on met en pause sa réflexion critique. Donc on est en capacité d'absorber n'importe quoi, et là le pouvoir vient proposer une idéologie, vient proposer une histoire. T'as qu'à te raconter cette jolie histoire si tu veux. Donc évidemment on l'absorbe, et puis il propose aussi du protocole. C'est génial le protocole, on applique, on réfléchit pas, puis on regarde ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Moi je fais le protocole. Et c'est exactement ce qui s'est passé, ce qui se passe à chaque fois en fait. Oui, avec aussi l'illusion conformiste et la crainte de parler aux autres. Et ça, j'avais interviewé aussi une rescapée qui disait, en fait, on ne savait pas si l'autre était d'accord qu'il y avait un problème. On n'osait pas lui demander. Donc on est tous, peut-être qu'il y en a beaucoup plus qui ne sont pas d'accord avec le narratif, mais on fait semblant que, puisque si on devait dire qu'on n'est pas d'accord, on risquerait d'être mal vu. Donc ça, c'est aussi un point... Le totalitarisme, c'est une pathologie du lien. En fait, la politique, elle se crée dans le lien qui nous unit pour construire une société ensemble. Elle n'est pas innée chez nous, c'est vraiment la nature du lien qui nous unit. Quand on a une civilisation qui fonctionne, la nature du lien, c'est le don contre don, c'est la bienveillance les uns envers les autres. Le totalitarisme, il ne fait qu'insuffler de la méfiance, de la haine, de la peur. Donc, c'est une pathologie du lien. Moi, ce que je trouve remarquable, c'est vraiment, on va dire, j'ai été bénie, parce que j'ai rencontré Ariane, parce qu'elle s'intéressait évidemment au travail de Vera Sharav. Ariane, je pense, quand tu m'as contactée, tu ne savais pas que Vera faisait cette série. Non. Et donc, d'un côté, j'étais en train de traduire, de faire les sous-titrages pour la série de Vera en anglais. Vera ne parle pas français. Et Ariane n'avait pas pris connaissance du travail de Vera en anglais, puisque voilà, c'était pas encore sorti. Je suis nulle en anglais. J'ai souffert je l'ai interviewée l'année dernière, mais qu'est-ce que j'ai souffert. Et moi, en fait, je me suis retrouvée avec 2 ouvrages majeurs. Le bouquin d'Ariane et qu'elle voulait faire préfacer par Vera et la série de Vera. Le prochain bouquin. Le prochain, Psychopathologie du totalitarisme. Et je me suis dit, qui sort en septembre. C'est incroyable parce que d'un côté,
il y a tous les témoignages. Et ça, on a besoin, avec les comparaisons avant la montée, l'époque des nazis, etc., et puis ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc on a tous vraiment ces témoignages de premier plan, et de l'autre côté, on a les explications de comment est-ce possible. Parce qu'on entend voilà, des gens qui disent comment est-ce que les gens ont pu, parce que de braves gens sont devenus des monstres. Comment est-ce que Monsieur Tout-le-Monde, comment est-ce que les Allemands ont pu faire ça? Voilà, c'est pas les Allemands sont pas plus méchants que les Français, les Italiens, Non, on est tous comme ça. Maintenant, on a vu, on a compris. Mais on a compris, on n'a pas compris, parce qu'aujourd'hui, on continue de voir. Je comprends pas pourquoi les gens ne le voient pas, je leur montre, je leur envoie voilà, la science, les chiffres, etc. Ils veulent pas. Et donc là, effectivement, il faut passer au mécanisme psychologique, et ça, c'est vraiment la force extraordinaire derrière. C'est un peu la question que je me suis posée toute ma vie, depuis toute petite, donc j'essaie de la résoudre. Je me suis dit, là, c'est brillantissime, parce qu'il y a des gens qui apportent des témoignages et qui posent des questions, et ces questions qui nous rendent fous. On dit, mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Et il y a quelqu'un qui explique, de par toute son expertise en tant que clinicienne, psychologue, philosophe, etc. On dit, mais oui, il y a des mécanismes dans l'être humain qui font que, et qui sont exploités, des failles dans lesquelles les gouvernements, on va dire, instillent tout leur... Et en même temps, j'ai envie de dire, mon travail ne vaut rien sans la matérialisation du préjudice, c'est-à-dire sans ces témoignages. C'est fondamental, en fait. C'est vrai que le silence est assourdissant, et parfois c'est dur de voir que le roi est nu, et que personne... peu de gens le voient. Bon, les médias ont encore un rôle énorme. Pour terminer, je voulais poser quand même, c'est important, la question de l'extrême droite, puisque on est souvent qualifié d'extrémistes de droite. D'extrémistes de droite quand on dénonce les crimes du Covid. Qu'est-ce qu'il en est? C'est vrai qu'on voit au Parlement qu'à part Michel Rivasi, du Parti Vert, les autres sont qualifiés d'extrême droite. Comment vous analysez ça? Et comment on peut répondre à ça? Bon, je veux déjà dire que dans le totalitarisme, on a toujours une inversion. C'est Orwell, c'est-à-dire le bien, c'est le mal. Le mystère de l'amour, il est plein de barbelés. Enfin, donc c'est ça. Donc déjà, il y a une inversion. C'est-à-dire que nous, à la base, on dénonce des procédés d'extrême droite qu'on retrouve, Senta, tu me diras si, mais qu'on retrouve à l'œuvre et qui sont des procédés totalitaires. Donc on ne souscrit pas, en fait, à des idées racistes, eugénistes, de l'intolérance, de la discrimination. C'est tout le contraire. Nous, on est pour la souveraineté des peuples, justement, le pouvoir décisionnel, le consentement libre et éclairé sur son corps, la bienveillance envers autrui. Donc c'est juste l'inverse de l'extrême droite. Donc cette inversion, je dirais, elle est inhérente, c'est-à-dire que celui qui est désigné comme ennemi public dans le totalitarisme, c'est celui qui réellement veut être en lien de façon bienveillante et qui se retrouve désigné alors qu'il est en train de simplement rappeler que notre liberté, nos valeurs fondamentales, non, il y a des choses qui ne se font pas, il y a des choses qui sont sacrées. Enfin, voilà, donc cette inversion, elle est inhérente au processus totalitaire. Oui, moi, ça va être une réponse. On verra de manière d'ailleurs assez intéressante un historien qui s'appelle Uwe Altschner, qui est celui qui a traduit l'œuvre de Vera Scharaf en allemand et qu'on voit dans le documentaire, et qui explique quand même, comme tu dis, le nazisme n'a pas disparu, ils ont sacrifié l'Allemagne, mais n'a pas entièrement disparu, et même en Allemagne, en fait, où on voit que beaucoup d'anciens responsables nazis ont finalement été dans les personnalités politiques de premier plan, soit dans l'Allemagne d'après-guerre, soit, et en particulier, dans toute la création des organisations onusiennes, donc y compris de l'Europe. Et finalement, quand on y pense, l'Europe, c'est Nicole de Lépine, je pense, qui nous disait ça hier. Non, c'est Corinne Lalo qui nous dit ça, quand elle avait visité certaines archives où on voyait, Hitler serrait la main de dirigeants européens lors de la guerre en disant « nous sommes à la création de l'Europe ». Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à revisiter. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à travers ces organisations, on va dire, enfin en tout cas cette mentalité, idéologie
de transhumanisme, qui est une nouvelle version, on va dire, de l'eugénisme. Du surhomme. Voilà, du surhomme. C'est quand même très très proche, quoi. Enfin, bon. Eh bien, elle a infiltré, on sait bien, tout ce qui est le Forum économique mondial, etc. Donc toute cette classe qui en fait est une classe criminelle, mafieuse, et qui instillent leur programme et poussent leur programme au niveau européen. De là, ces programmes sont eux-mêmes poussés, on va dire, dans tous les groupes politiques démocratiques, qui sont soit acquis à ces idées, soit qui de toute façon n'ont pas trop le choix parce que tout ça est lié au financement, comme on le sait, c'est le monde des banques qui impose tous ces programmes. Et donc les partis, à travers le mécanisme des groupes et des partis politiques, on va dire que même quand il y a des gens à l'intérieur de ces partis qui ont peut-être des avis divergents, en général ils sont muselés. Tout ça fait évidemment le jeu de l'extrême droite qui alors se prend pour le aime bien avoir la position du grand défenseur des démocraties, etc., pour racoler de son côté. Et donc on arrive dans un mécanisme très pervers qui, je crois que c'est Michel Rivasi qui l'a dit, mais en faisant ça, on fait le jeu de l'extrême droite, malheureusement. Oui, voilà. Et alors, au sein des partis, différentes voix coexistent. On le voit. Elle est, par exemple, pour la liberté, voire éventuellement, je prends les vaccins pour la liberté vaccinale, la transparence, etc. Puis on voit son collègue, je veux dire, les Verts ont toujours été les premiers à pousser les obligations vaccinales. Donc là, il y a des incohérences, c'est très compliqué. Et puis à côté de ça, il y a des indépendants, mais ils sont indépendants. Donc tout ça est assez pervers. Maintenant, en ce qui concerne par exemple la vaccination, c'est une vieille ficelle. J'étais très étonnée de voir que dans les fins des années 90 déjà, au tout début où on parlait d'autisme et vaccination, Andy Wakefield avait été invité, c'était la première fois qu'il se rendait aux États-Unis, pour parler du possible lien entre autisme et vaccination avec Barbara Loe Fisher, qui était la présidente de l'association National Vaccine Injury Center. Et quand il est arrivé là, il a reçu un coup de fil, on lui a dit « faut pas que tu y ailles, c'est des gens d'extrême droite, annule la conférence, reprends l'avion, etc. » Et eux, on leur a dit « attention, Wakefield, il va y avoir des attentats, des émeutes, il va y avoir des trucs... » Donc la carte de l'extrême droite, je veux dire, c'est l'autocollant, c'est systématique. Je n'ai jamais fait une projection de cinéma, d'un film sur la vaccination, n'importe quel événement, où il n'y ait pas une espèce de pseudo... Ouais, c'est la marotte. Ils ont besoin de ça pour décrédibiliser. Ils ont besoin de ça pour décrédibiliser le discours d'opposition. Mais en même temps, il y en a... Je pense à Anderson au Parlement. En même temps, je pense à Anderson au Parlement, je pense qu'elle est honnête quand elle s'oppose. Oui, mais elle est honnête quand elle s'oppose, mais elle n'a qu'à sortir de son parti. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a une instrumentalisation. Parce que, c'est de nouveau, moi, je ne suis pas d'accord alors, tu vois, parce que tout le monde n'est pas comme elle dans son parti, on est bien d'accord. Donc à ce moment-là... Ouais, comme Joron. Pourquoi Ben oui, à ce moment-là, pourquoi moi, je n'ai pas envie, je ne suis pas pour AFD, voilà, c'est comme ça. Et donc, personnellement, quand elle fait un truc, moi, je ne montre pas à Christine Anderson. Je montre les autres qui font l'International Covid Summit. Il y a des Donato, elle était pour la Ligue, ok, elle n'est plus d'accord, et finalement, elle est sortie du parti. Là, si les gens, à partir du moment où disent, ok, moi, je suis indépendant parce que je me démarque de mon parti, voilà, ok. Tout le monde a le droit de réfléchir. Mais moi, en tout cas, j'ai pas envie de... Mais c'est chacun son choix. Ce que dit Senta est très très important, puisqu'en fait, il y a cette étiquette systématique, mais il y a aussi une instrumentalisation politique de la crise par des partis d'extrême droite. Et ça, c'est clair. Et nous, on n'a pas envie d'être associés à ça. Dans l'idée des prochaines élections. Et oui, c'est un militantisme politique qui fait feu de tout bois. Mais oui, c'est même une tentative systématique, entre guillemets, de pourrir, si tu veux, les contenus. C'est toujours des personnes qui font partie de partis d'extrême droite, qui vont être les premiers à sauter dessus pour les dénoncer. Moi, j'ai eu le coup, tiens, je ne sais plus, il y a quelques années, il y avait un débat à la RTBF, à l'époque où c'était encore possible, où c'était RTL, je ne sais pas, un débat à la RTBF sur la vaccination, bon, même si c'était 4 ou 5 contre moi. Et puis j'avais sur ma page Facebook, moi je laissais les gens poster, c'était très ouvert. Et donc quelqu'un avait posté
une histoire de simplement une victime de vaccination, c'était un simple récit. Mais je n'avais pas fait attention, le poste venait d'égalité-réconciliation. Ah oui. Donc tu vois, alors là on est venu me dire, oui mais enfin vous avez des trucs, égalité-réconciliation sur votre page Facebook. J'ai écouté, si ça se trouve c'est vous qui l'avez posté, mais vous n'avez jamais entendu une seule parole venant de ma part en ce sens, c'est pas mes opinions, donc j'ai pas peur de... Voilà, j'ai pas d'opinion révisionniste, négationniste, je suis pas antisémite. Mais c'est au contraire, en fait. Voilà, J'ai travaillé avec les écolos, bon voilà. Je pense que ridicule. les gens qui cherchent à caricaturer, à stigmatiser, n'entendront de toute façon rien, seraient à la limite même capables de traiter une rescapée des camps comme Vera Charaf d'extrême droite. C'est ce qu'on fait. Donc voilà, c'était pour savoir un peu votre position. Je pense qu'il y a une grande confusion entre... Ce n'est pas parce qu'on a un désaccord sur la politique, entre guillemets, pandémique qui a été menée sur 2020, qu'on est d'accord sur tout, en fait. Moi, je me rends compte et je me suis rendu compte que, voilà, j'écris le petit livre L'International nazi. Pour moi, je découvre effectivement... grâce à CNTA, qui me facilite le lien vers l'anglais, etc., je découvre en fait que il y a une convergence de moi, ce que j'ai retiré des écrits d'Hannah Arendt, de ce que j'ai pu analyser sans l'avoir vécu, et puis voilà, de ces témoignages. Et je me rends compte que des gens qui sont contre cette politique pandémique, en réalité, eux, sont plutôt favorables au nazisme. Donc on ne joue pas dans la même cour, et je ne peux pas être assimilée à ça, je ne veux pas.